Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox Soir. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a signé ce jour une décision de remise de peine en faveur des prisonniers détenus dans les différents espaces pénitentiaires du Cameroun. Une décision qui intervient au lendemain des mouvements à la prison centrale de Yaoundé-Nkonengue et surtout une sortie du président national du MRC sur la nécessité de libérer les prisonniers de cette formation politique. Décision du président de la République du Cameroun, Paul Biya, de libérer les prisonniers au Cameroun, c'est le fait du jour. Sur le plateau de Equinox Soir, ce soir, maître Simon-Serge Kakak, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout bonsoir à tous les co-panélistes. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et président de l'association Juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance. Tout à fait. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Docteur Marcel Simon, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être là. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Merci aux téléspectateurs et c'est un plaisir d'être là. Vous êtes enseignante de sociologie au département de sociologie, c'est à l'université de Douala. Parfait. Et vous êtes également militant politique. Exactement. Merci d'être là. Alors, vous avez certainement appris la nouvelle. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a décidé ce jour, ce 15 avril 2020, de faire une remise de peine à un certain nombre de personnes détenues dans les différents espaces carcéraux du Cameroun. Première lecture de cette décision du chef de l'État. Oui, la première lecture, ça il faut le dire, ça traduit simplement un geste de magnanimité, un geste d'homme réfléchi, ça je vais le dire comme ça, un geste d'homme non seulement réfléchi mais aussi averti et qui se soucie quand même de l'aspect social à un certain moment. Maître Kakak, est-ce qu'il faut conclure que le président Paul Biya écoute? Il faut se rappeler que il y a quelques semaines, il y a eu une sortie de Michel Bachelet sur la nécessité, en cette période de crise sanitaire à travers le monde, liée bien évidemment au coronavirus, Michel Bachelet sollicitait des chefs d'État qu'ils puissent prendre des mesures en faveur des prisonniers, des détenus, notamment des détenus politiques, un certain nombre de personnes qui ont été jugées, condamnées pour des questions, pour des droits communs. Quelques semaines après, le président de la République prend cette décision. Est-ce qu'il faut situer cette décision du chef de l'État dans cette mouvance de Michel Bachelet? En fait, je pense que pour répondre à cette question, il faut faire observer que en prenant cette décision, le chef de l'État a quand même montré à l'opinion publique nationale et internationale qu'il a l'écoute de ce qui se passe. Vous comprenez? Donc on ne peut pas dire que en fait, cela ne traduit pas, comment dirais-je, l'attitude d'un chef d'État qui a l'écoute de ce qui se passe autour de lui, et notamment dans l'actualité, qui nous victimise tous à ce moment. Bon, maintenant, lorsque nous faisons une espèce d'interprétation téléologique de cette décision, on peut également penser que cette décision s'arrime tout simplement aux exigences de la communauté internationale en général et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Tout à l'heure, vous avez cité la position de Mme Bachelet, qui est la haute commissaire en chair. Vous comprenez? Donc, on peut également interpréter cela comme l'attitude d'un chef de l'État, d'un président de la République, qui s'arrime à ce qui se passe sur le plan international, notamment avec la situation de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. L'impératif existe. Et cet impératif, c'est quoi? C'est de décongestionner les milieux carcéraux. Ça, il faut le dire. Parce qu'en fait, lui, il a pris cette décision aujourd'hui. Hier, c'est le président Ali Bongo qui a pris la même décision au Gabon. Et beaucoup d'autres chefs d'État sont en train de prendre cette mesure. Cela veut dire que aujourd'hui, pour essayer de permettre, comment dirais-je, aux prisonniers, qu'ils soient condamnés ou détenus, d'être dans la même situation que tous les autres citoyens, parce qu'il faut qu'on le dise ici de manière claire, les prisonniers ne sont pas des citoyens à part, c'est des citoyens à part entière. Vous comprenez? Donc les mesures qu'on impose
aux citoyens doivent également s'imposer à tous ceux qui sont privés de leur liberté. Je pense que, vu sous cet angle, il est de bon ton qu'il faut quand même apprécier cette décision du chef de l'État, qui non seulement a montré qu'il est bel et bien à l'écoute de ce qui se passe autour de lui, mais aussi et surtout qu'il s'arrime aux exigences de la communauté internationale. Alors on peut conclure, docteur Simon, que le président de la République, par ailleurs président national du RDPC, votre formation politique, écoute, ou bien il faut y voir la pression de l'opinion nationale. Il faut se souvenir quand même qu'il y a quelques jours, le président national du MRC, Maurice Kamto, pendant une correspondance dans laquelle il invitait le président de la République du Cameroun à prendre des mesures dans le sens du décongestionnement des prisons, et il mettait en garde justement le chef d'État sur des conséquences qui arriveraient aux personnes qui sont détenu dans ces conditions-là. Bref, s'il n'arrivait pas à respecter les indications qui étaient données par les instances internationales, notamment cette sortie de Michel Bachelet. Est-ce que vous y voyez une pression nationale ou tout simplement un président de la République qui écoute? Je crois que, Duval, il y a un élément important à souligner. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Ça fait 36 ans aujourd'hui. C'est pas une adepte des pressions. Ça, il faut le dire. C'est pas une adepte des pressions. C'est un homme de situation. C'est un homme de situation, et Maître l'a si bien souligné, qui écoute, qui vit le quotidien. Même s'il vous donne l'impression de ne pas être là, rassurez-vous, il écoute. Il observe ce qui se passe, et puis à un moment donné, il sait ce qui est nécessaire à faire. Donc je ne mets pas cette action sur le coup de la pression, non, je ne pense pas, mais plutôt sur le coup de l'urgence. Parce que nous sommes en situation de crise sanitaire, nous sommes en situation d'ennemi invisible, et la logique voudrait que tous les espaces soient protégés ou rassurés. Et maintenant, le maître a fait allusion au décongestionnement des prisons. Ouais. C'est vrai, c'est une situation qui n'est pas prévue aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question à laquelle tout le monde pense depuis. La preuve, à 19 par exemple, la prison est en train de prendre corps et d'évoluer pour justement au niveau de Douala où nous sommes, faciliter cette délocalisation-là. Donc c'est une question qui est à l'ordre du jour au gouvernement camerounais, ça c'est sûr. Mais l'acte qu'il a posé mais quand vous dites le président de la République écoute, on a l'impression qu'il écoute ce qu'il veut. Il y a d'autres observations qui ont été faites, d'autres sollicitations qui ont été adressées au chef de l'État. Je vais prendre à tout hasard comme ça la question de la modification du code électoral. Non seulement il y a eu une pression de l'opinion nationale, mais on a également écouté certaines instances internationales. Je vais prendre le cas de l'Union européenne qui, dans une sortie en avril 2019, invitait le président de la République du Cameroun à mettre en place un code électoral consensuel avant toute élection. On a bien vu que sur ce coup-là, le chef d'État n'a pas écouté. C'est pourquoi j'ai parlé d'homme de situation. Je vous ai dit très clairement, c'est un homme de situation, c'est un homme qui agit quand c'est nécessaire. Donc, et vous conviendrez avec moi que l'action posée aujourd'hui avait toute sa nécessité, avait tout son pesant d'or. Il fallait le faire, il était important de le faire, et je pense que pour lui, il était temps de le faire. Donc, c'est pas quelqu'un qui agit sur le coup de la pression, c'est quelqu'un qui écoute énormément, avec maturité, avec expérience, et agit lorsque c'est nécessaire. C'est comme ça qu'on va le définir. Maître Simon Serge Kakak, vous qui pratiquez les tribunaux, vous qui êtes très souvent dans ces milieux carcéraux, et quand vous avez la possibilité d'apprécier effectivement cette surpopulation carcérale, il y a un certain nombre d'éléments souvent évoqués pour justifier justement cette surpopulation carcérale. On parle très souvent des personnes qui sont en attente de jugement, ils sont les plus nombreux. On parle très souvent également des lenteurs judiciaires, entre autres. Est-ce que cette décision du président de la République est à saluer, ou bien vous pensez qu'il faut aller plus loin en agissant sur des leviers beaucoup plus importants pour éviter cette surpopulation carcérale? Oui, Duval, vous savez, avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire, en toute honnêteté intellectuelle, que je n'ai pas encore eu le temps de lire le contenu de cette décision. Et nous aurons l'occasion de revenir sur le fond. Bon, en fait, moi j'ai une question que je me pose avec beaucoup d'acuité. C'est que, en fait, si cette décision ne concerne que les condamnés,
je pense qu'on n'aura pas résolu le problème. Parce que lorsqu'on fait une analyse objective de la situation qui prévaut dans notre univers carcéral aujourd'hui, le premier constat que nous, les professionnels du droit, nous faisons, c'est que le nombre de détenus, ça veut dire ceux qui sont en attente de jugement et de condamnation éventuelle, sont parfois le triple de ceux qui ont déjà été condamnés. Ce qui revient à dire que si cette décision, pour essayer, j'allais dire, parce que je continue à penser que de manière téléologique, cette décision a été prise pour permettre une saine application, un sain respect, pour ne pas dire un respect scrupuleux, des règles barrières qu'on nous a prescrites, qu'on nous les impose aussi en milieu carcéral. Donc il faut décongestionner, il faut permettre à ces prisonniers, j'allais dire, respecter par exemple la distanciation sociale. Mais si on se limite uniquement aux condamnés, ça veut dire à ceux qui ont déjà été condamnés, je suis sûr que le problème ne sera pas résolu. Parce que les plus nombreux, c'est les détenus, ça veut dire ceux qui sont en attente de jugement. Bon, c'est pour ça que très honnêtement, j'attends dire en profondeur la décision qui a été prise par le chef d'État pour avoir tous les éléments d'appréciation. Docteur Simot, le président de la République prend donc une mesure qui va aider peut-être à décongestionner un tout petit peu ces prisons. Maître essaye de situer ça dans le sillage des mesures qui sont prises de façon globale dans la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus. Ça fait un mois exactement que les mesures prescrites par le gouvernement, les premières mesures prescrites par le gouvernement ont été annoncées. On se souvient que c'était le 17 mars dernier, le Premier ministre, chef du gouvernement, a annoncé un certain nombre de mesures pour lutter contre le coronavirus au Cameroun. Et il y a quelques temps, je crois que c'était le 1er avril dernier, il a reconduit les 2 semaines, parce qu'il avait annoncé 2 semaines pour appliquer ces mesures-là et essayer d'évaluer par la suite pour savoir quelles mesures prendre. Et le 1er avril dernier, il a reconduit donc les 2 autres semaines. Aujourd'hui, on est au 30e jour de ces mesures. Quelle est l'appréciation que vous faites de cette stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus au Cameroun? Il est important de souligner que l'analyse permettait que je la fasse sur 2 angles. À l'entame, le 17 mars, comme vous l'aviez si bien dit, lorsque les 13 premières mesures avaient été édictées, il était très évident de constater que l'adhésion n'était pas totale. Là, c'est évident. L'adhésion n'était pas totale et on est arrivé à ce qu'on est arrivé avec un fort taux de cas positifs. Mais après l'observation des 7 autres mesures, parce qu'après ces 13 mesures, je crois que 7 autres mesures ont également été ajoutées, des mesures beaucoup plus strictes. Et parmi lesquelles le port généralisé des masques, c'est depuis lundi dernier. Voilà, des mesures beaucoup plus strictes, des mesures beaucoup plus rigides, des mesures beaucoup plus solides. Et à partir de là, on observe, n'est-ce pas, un changement comportemental assez acceptable, ça il faut le dire comme ça. Maintenant, dans les ruelles de Douala, je crois que tout le monde, pratiquement, on va le dire, tout le monde pratiquement aborde son masque, qu'il soit conventionnel, qu'il soit de bonne qualité ou pas. L'essentiel d'abord est d'aborder ce masque-là pour essayer, n'est-ce pas, de se protéger, n'est-ce pas, contre le Covid-19. Bon, derrière cette action, on va aussi observer, n'est-ce pas, un respect au niveau des moyens de transport. Ça commence à être perceptible maintenant, ce qui n'était pas très visible hier. Ça commence à être perceptible maintenant. Dans les taxis, par exemple, on observe quand même 4 places, même si 3 places, je veux dire, même si c'est la poche du client qui s'ouvre, ça, mais déjà le respect est apprécié. Sur les motos également, le même comportement, la même réaction est observée. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut dire que les Camerounais ont commencé à prendre conscience, et puis cette conscience peut être due simplement, peut-être en plus du point tapé sur la table par la primature, mais aussi la sensibilisation que les uns et les autres se sont appliqués pour pouvoir amener le citoyen lambda à comprendre que la situation est beaucoup plus sérieuse. Il faut respecter les mesures. Maître K, qu'est-ce que c'est votre avis? Est-ce que vous avez le sentiment que les Camerounais commencent à comprendre les enjeux et visiblement à se mettre au pas pour ce qui concerne évidemment la stratégie gouvernementale de lutte contre le coronavirus?
au Cameroun? Oui, en fait, je peux partager cette analyse. Bon, mais ce que je peux quand même apporter comme réserve, hein, c'est que, vous savez, j'ai toujours eu à relever quelque chose. Vous savez, nous qui travaillons dans le domaine de la gouvernance, on nous a toujours appris qu'il y a 3 types de gouvernance. Il y a ce qu'on appelle la gouvernance par anticipation. Ça veut dire quand les dirigeants mettent en place un système anticipatif, c'est-à-dire on anticipe sur les événements. Il y a un deuxième type de gouvernance qu'on appelle la gouvernance réactionnaire ou la gouvernance spontanée. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un événement, tout de suite les autorités trouvent une réaction spontanée qui résout le problème. Et il y a un troisième type de gouvernance qu'on appelle la gouvernance à retardement. C'est-à-dire que ceux qui subissent toujours les événements. C'est-à-dire que c'est avec beaucoup de retard qu'ils prennent des mesures adéquates. J'ai malheureusement le sentiment que... Dans le cas du Cameroun, nous nous inscrivons dans cette troisième catégorie. C'est pour ça qu'effectivement, lorsque je vous dis que je suis d'accord avec l'analyse de ma copanéliste, il est quand même intéressant, il est quand même important de faire observer ici que je pense que la population commence à adhérer avec le temps. Autrement dit, si ces mesures avaient été prises un peu plus tôt, peut-être... Mais cette adhésion-là, de votre point de vue, tient à quoi? Non. La maîtrise des enjeux? Oui, la compréhension... les gens commencent à percevoir... Est-ce qu'il ne faut pas y voir les mesures, les sanctions qui ont été annoncées par le Premier ministre chef du gouvernement? Il faut se rappeler quand même que lorsque le Premier ministre chef du gouvernement a édicté les premières mesures le 17 mars dernier, quelques jours après, lorsqu'il faisait une évaluation au cours d'une réunion interministérielle, il avait indiqué qu'il y avait beaucoup d'indiscipline. Il avait pris le cas d'un certain nombre de personnes qui avaient été retenues confinées dans un certain nombre d'hôtels de la ville de Douala ou de Yaoundé et qui après s'étaient évaporés dans la nature et qui représentaient des dangers de contamination potentielle. Le Premier ministre avait dit toute son indignation et on voit bien là que les choses commencent à bouger. Est-ce qu'il ne faut pas y voir les sanctions qui ont été annoncées et qui disciplinent davantage? Non, Duval, je pense que le 17 mars dernier, lorsque le chef du gouvernement avait annoncé les 13 premières mesures, beaucoup de Camerounais n'étaient pas d'accord parce que beaucoup ne croyaient même pas à l'existence de cette maladie chez nous. Beaucoup étaient dans la conviction, étaient dans la posture que cette maladie, c'est la maladie des Blancs. Cette pandémie ne nous concernait pas. Beaucoup étaient dans cette logique. Mais avec les sorties répétées du ministre de la Santé, qui tous les soirs venait nous faire le point sur le nombre de contaminés, beaucoup de gens sont revenus sur leur position. Et à partir de ce moment, tout le monde a compris les enjeux de cette situation qui laissait entrevoir une situation très grave pour notre pays. Je pense que c'est cet aspect qui a amené les citoyens à comprendre que cette affaire n'est pas seulement pour les Blancs, mais si on s'amuse, cette affaire va nous emporter. Les gens en sont arrivés à comprendre qu'il faut aujourd'hui se mettre au pas. Moi, je pense que c'est beaucoup plus cet aspect qui a été déterminant. Maintenant, ce qu'il faut noter, et c'est sur ce point que je mets toutes des réserves, lorsque je fais l'exégèse des 20 mesures qui ont été prescrites par le gouvernement de la République, j'ai toujours l'impression que jusqu'à présent, un accent particulier n'est pas mis sur le plan social. C'est justement l'absence des mesures prises pour essayer de juguler la crise sociale qui découle de cette crise sanitaire, qu'en réalité, la situation continue à être grave et difficile pour le Cameroun. Parce que si, effectivement, le gouvernement de la République avait fait comme dans d'autres pays, en prenant des mesures salutaires sur le plan social, j'ai le sentiment et même la conviction que la situation serait en passe d'être jugulée. Mais comme à l'observation, on a l'impression que le gouvernement ne s'occupe que de l'aspect médico-sanitaire. C'est ça qui fait que jusqu'à présent, beaucoup de gens traînent le pas. Lorsqu'on parle par exemple du confinement, qu'il soit partiel ou total, il y a des gens qui ne peuvent pas adhérer. Parce qu'on va vous dire que, écoutez, ce que le gouvernement oublie en nous demandant à nous confiner aujourd'hui, c'est que plus de 80% de Camerounais vivent du secteur informel, pour ne pas dire vivent au jour le jour. Donc si on demande aux Camerounais de se confiner, objectivement, beaucoup de Camerounais vont même trouver la mort avant l'arrivée du corona. Ça, c'est évident. C'est pour ça que, justement, tant que le gouvernement ne prend pas des mesures adéquates sur le plan social et naturellement sur le plan économique, j'ai la conviction que nous ne sortirons pas facilement de l'auberge. Docteur Simon, vous avez évoqué tout à l'heure la question des transports. Oui. Pour indiquer qu'il y a des mesures qui ont également été prises. On se souvient que le ministère des Transports avait dicté un certain nombre de mesures, notamment sur le nombre de places dans les bus, entre autres. Mais on a le sentiment que ces mesures n'ont pas été... enfin, il y a eu une sorte de
de résistance de la part des syndicats de transport, même si par la suite le mot d'ordre de grève qui était annoncé avait été finalement annulé. Mais reste que ce sont des mesures importantes, ce sont des obstacles, ce sont d'éventuels obstacles à l'application stricte des mesures qui sont dictées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Vous l'aviez si bien dit, des mesures strictes, des mesures à respecter, des mesures importantes, comme toutes les autres. Et Maître le soulignait tout à l'heure, et puis je le voyais venir, comme on dit souvent. Très simplement, il voulait faire allusion aux mesures d'accompagnement. Oui, c'est ça. Et quand vous me reposiez la question, justement, ça renvoie aux mesures d'accompagnement. Mais Duval, moi, ce que je vais souligner d'abord, c'est l'enjeu du respect. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on gagne en respectant scrupuleusement ces mesures? Pour moi, c'est important. Nous sommes en face d'un ennemi invisible, d'un ennemi extrêmement grave, d'un ennemi extrêmement dangereux, d'un ennemi qui ne pardonne pas, je vais dire ça comme ça, qui ne pardonne pas et qui, malheureusement, s'obtient très facilement par un ensemble de choses que l'on peut faire au quotidien, un toucher, un refus catégorique de respecter les mesures de distanciation sociale, un certain comportement vis-à-vis d'autrui. Ça voudrait dire que rien que par le fait que déjà la conséquence qu'on pourra obtenir face à une situation pareille est extrêmement dramatique pour notre personne, nous oblige à un moment à prendre du recul et à respecter malgré les difficultés que nous rencontrions sur le terrain. Parce que les conséquences sont très dangereuses. Et puis je crois que la conséquence première, c'est je vais mourir. Voilà la conséquence première. Alors tout de suite, citoyen lambda, je me pose la question, je préfère supporter 2 jours, être en vie pour espérer me battre encore le 3e jour. Donc voilà la première situation. Je vais poser la question à la sociologue que vous êtes. On se retrouve du jour au lendemain dans une situation de crise sanitaire comme celle-là, qui fait des ravages à travers le monde. De manière spontanée. Voilà. Et puis, quelques temps après, on commence à recevoir des cas sur notre territoire national. Vous avez un gouvernement qui intervient, qui énonce un certain nombre de mesures, et vous avez des populations qui vont en traînant les pieds. Et puis, on a le sentiment que quelques temps après, on a compris les enjeux et on commence à s'y arrimer, à se mettre au pas. Je veux dire, du point de vue sociologique, comment est-ce que cela se comprend? Est-ce qu'il faut y voir une compréhension, je veux dire, des gens qui commencent à comprendre les enjeux, qui mesurent les difficultés? Est-ce qu'il faut y voir les mesures de contrainte ou, je veux dire, disciplinaires qui accompagnent? Ou bien il faut tout simplement y voir la capacité de l'homme à muter, à changer, à s'adapter à son environnement au fur et à mesure que les situations évoluent? Duval, tous ces éléments sont perceptibles. Mais à l'entame, lorsqu'une situation comme celle-là se présente, une situation spontanée, une situation inattendue, totalement inattendue de personnes, c'est vrai que c'est évident que le peuple, tout de suite, à la première imagination, se donne l'impression d'être abandonné. Si à un moment, on veut établir les comparaisons avec les autres, comme certains se plaisent à le faire, mais lorsqu'on prend un peu de recul, on essaie de regarder la situation en vrai et on prend un peu de recul, on se rend compte que non, on est en situation de solidarité collective. On est en situation de solidarité collective et lorsqu'on parle de solidarité collective, cela implique, la réaction, l'action, l'implication de chaque individu. Ceci à sa manière. Et lorsqu'on comprend comme ça, on commence très naturellement à réagir, comme les Camerounais le font actuellement, en respectant simplement malgré les difficultés. Est-ce que la réaction peut dépendre également de la manière dont le gouvernement prend la question, analyse ou prend des mesures? Parce que Maître tout à l'heure indiqué sur la question de la gouvernance qui peut impacter sur la conception, je dis sur l'approche qui est adoptée par la population. Non, je ne mettrai pas l'accent sur la gouvernance, mais plutôt l'accent sur l'aspect socio-économique. Parce que vous allez vous rendre compte que la difficulté est plus perceptible dans la ville de Douala, par exemple. Douala est la capitale économique du Cameroun. Douala est habitée par des populations à pratiquement 70%
vivant dépendant du secteur informel. Ça voudrait dire que Douala est une ville constamment en mouvement. Alors tout de suite, quand on vous demande, surtout qu'on n'a pas demandé d'arrêter les mouvements, mais on vous a demandé simplement de les réduire, de réguler les mouvements. C'est vrai qu'automatiquement, la régulation ne se fera pas ipso facto comme ça, non. Il y aura des petits calculs que chacun fera de son côté pour voir ce qu'il gagne, ce qu'il perd. Et après le calcul, automatiquement, on se rendra compte qu'on est en train de perdre et des résistances vont se produire. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de mettre l'aspect social, de mettre l'élément social et de comprendre qu'on gagnerait à perdre aujourd'hui pour gagner demain, bien que ce soit difficile à percevoir. Maître Kak, est-ce que l'attitude, le type de gouvernance qu'on implémente tient compte de ces caractéristiques sociologiques-là? Oui, je pense qu'il faut quand même saluer quelque chose de positif dans la stratégie gouvernementale de riposte contre cette pandémie. Parce qu'en réalité, cette pandémie a commencé en Chine, notamment dans la ville de Wuhan. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la Chine est en train de sortir de la crise sanitaire, parce que là-bas, on a appliqué un confinement total. Maintenant, lorsque le gouvernement de la République a analysé clairement la situation, il s'est rendu compte qu'il nous était pratiquement impossible d'appliquer le confinement total dans notre contexte. C'est même pour ça, justement, que nous pensons que le port généralisé du masque qui nous est imposé aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, le gouvernement s'est rendu compte qu'on ne peut pas appliquer un confinement total. Donc, les populations doivent sortir. C'est pour ça qu'on vous dit, maintenant, pour sortir, il faut avoir votre masque. C'est parce que le gouvernement s'est rendu compte qu'on ne peut pas demander aux populations de rester à la maison. Cela, c'est un point très positif dans cette stratégie qui montre quand même que dans le système dans la gouvernance qui a présidé à la stratégie du gouvernement sur cette question, dans cette crise, il a tenu compte de la spécificité camerounaise qui fait que les Camerounais vivant du secteur informel, leur demander de rester à la maison dans le cas d'un confinement total, c'est leur imposer une espèce de dilemme qui est cruel. Parce que là, les Camerounais auront à choisir entre mourir de famine et mourir de corona. Parce qu'un Camerounais qui fait 3 jours à la maison, je suis convaincu qu'avant l'arrivée du corona, la famine va déjà le tuer. Entre mourir ou mourir, quoi. Non, mourir de famine ou mourir de corona, c'est un choix à faire. Je pense que le gouvernement l'a compris. C'est pour ça que progressivement et de manière très fine et stratégique, il est sorti de la logique du confinement pour dire aux gens, sortez, mais arborez vos masques. Parce qu'en fait, c'est votre première arme pour vous protéger contre cette pandémie. Alors, docteur Simot, lorsqu'on parle de cette stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus, entre autres mesures, puisqu'on parle là des mesures d'accompagnement, ou bien de la stratégie de façon globale, cette affaire de confinement total, pratiquement impossible, vous l'avez développé à suffisance, en indiquant notamment, en insistant notamment sur le fait que l'essentiel, l'économie dépend du secteur informel et que ce serait suicidaire d'envisager une sorte de confinement total ou général. Mais on a bien vu que dans la stratégie du gouvernement, il y a également cette sortie du président de la République. En tout cas, on a attribué au président de la République, je parle de cette correspondance signée du secrétaire général des services du Premier ministre qui annonce la création d'un fonds spécial de solidarité nationale, une initiative semblable à celle que notre formation politique, le MRC, a initiée et qui fait des vagues depuis quelque temps. On se souvient que le ministre Tangandi de l'administration territoriale avait clairement indiqué que c'était une opération qui était illégale et avait d'ailleurs invité les organisateurs, les initiateurs de cette affaire-là à y mettre fin. Le ministre de l'AT vient une fois de plus d'intervenir dans cette affaire à travers une correspondance et qui est adressée au ministre des Finances avec un objet, Dr Marcel Simot, l'ouverture d'une enquête et gel des fonds de l'association illégale dénommée Survie Cameroun, Survival Initiative, bien sûr par l'Agence nationale d'investigation financière. Et le ministre de l'administration territoriale porte à la connaissance donc du ministre qu'il a adressé donc une correspondance au directeur général d'Afriland First Bank relative à la clôture du compte ouvert par le mouvement pour la renaissance du Cameroun sous couvert
d'une association illégale dénommée Survie Cameroun, Sauvegarde Initiative en vue de la collecte de l'épargne publique. Donc il a expliqué les raisons qui justifient sa démarche et conclut en indiquant qu'au regard de ce qui précède, je vous saurai gré, c'est ce que dit le ministre, de bien vouloir solliciter auprès des responsables de l'Agence nationale d'investigation financière, dont la mission est entre autres de lutter contre le blanchiment d'argent, l'ouverture d'une enquête sur les activités de Survie Cameroun, Sauvegarde Initiative et au besoin de geler au préalable les fonds déjà collectés sans préjudice des poursuites judiciaires à l'encontre de toutes les personnes à l'origine des activités financières obscures de la dite association. Oui. Question, est-ce que cela est nécessaire de continuer à creuser alors qu'aujourd'hui il est question d'organiser une sorte d'union sacrée pour pouvoir faire face à cette pandémie du coronavirus? C'est vrai, Duval, vous l'aviez dit, creuser. C'est pourquoi je vous l'ai dit à l'entame, mais je ne vais pas entrer dans une guerre de discours, c'est pas important. C'est-à-dire, le président du MRC a dit, le ministre de l'AT a dit, je n'entrerai pas dans une guerre de discours. Mais ce que je vais souligner par rapport à cette question, ce qui est important pour tous les Camerounais de retenir, c'est que le Cameroun, quand même, jusqu'à présent, à moins que je me trompe, est un état de droit. C'est un état de droit, un juriste est là, moi je ne le suis pas, mais je crois quand même, on m'a appris depuis toute petite, le Cameroun est un état de droit. Et un état de droit, ça suppose qu'il a un gouvernement, ça suppose qu'il a un ensemble de personnes qui sont censées la conduire. Alors maintenant, sociologue que je suis, on est face à une crise sanitaire. Ça veut dire que les populations du Cameroun sont envahies par un ennemi. Et la seule personne censée les protéger, la seule personne censée assurer leur protection, à ce que je sache, c'est le gouvernement camerounais, c'est l'État camerounais. Maintenant, parce que c'est une crise sociale, parce que c'est une crise sanitaire, parce que c'est une crise qui bouleverse tout le monde entier, on peut comprendre à un moment ou un autre qu'un citoyen ait le désir ou alors manifeste l'envie de vouloir marquer son patriotisme. Vouloir marquer son amour pour son pays. Moi, je suis d'accord pour cette vision-là, pour cette façon de voir. Mais le souci, le hic qui se dessine actuellement, c'est au niveau de la méthode. Moi, c'est ça le véritable problème. C'est la méthode. Oui, on veut manifester son soutien, on veut accompagner son gouvernement parce qu'on comprend, on est convaincu, on se dit vraiment il est bousculé par une situation inopinée qui n'a pas été préparée, alors on peut l'accompagner. Il y a des méthodes aussi simplistes. Oui, moi je pense. Oui. Il y a des méthodes aussi simplistes pour le faire. Mais la méthode, lorsqu'on regarde maintenant cette association et l'intention qui se dessine derrière, vraiment, sans toutefois, je dis encore, être juriste ou du métier, je crois qu'elle est quand même très, 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 très floue. Voilà le véritable. Maître Simon Serge Kakak, on se souvient qu'après cette sortie du ministre Atangadi, on avait entendu un certain nombre de juristes ou d'analystes indiquer que le ministre Atangadi n'était pas, n'était pas dans son rôle lorsqu'il parlait de la clôture des comptes, entre autres. Et puis, la conclusion, c'était que il fallait mettre un terme à cette querelle de clocher et passer aux choses essentielles. Alors là, il revient à la charge et il invite le ministre des Finances à saisir l'Agence nationale d'investigation financière pour enquêter sur cette collecte de fonds. Est-ce que cela est nécessaire? Bon, en fait, je vais vous dire, Duval, je viens de suivre Marcel sur la question. J'avoue que le maître mot que j'ai retenu de ces développements, c'est que le Cameroun est un état de droit. Oui. Lorsqu'on dit état de droit, cela veut dire que même les autorités de la République doivent respecter la loi, parce que la loi est au-dessus de tout. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc cela veut dire que dans le cas que nous avons là en ce moment, il faut quand même noter qu'il faut interroger la question, il faut interroger le problème pour savoir qui n'a pas respecté la loi. Parce que moi je pense que si nous restons dans la logique du fait que le Cameroun est un état de droit et qu'il fasse interroger sur la personne ou l'autorité qui n'a pas respecté la loi, on serait tenté de penser que c'est le ministre de l'administration territoriale. Et comment? Je vais vous dire quelque chose. Déjà, sa première sortie était très malheureuse. Dans ce sens qu'un ministre de l'administration territoriale a demandé la fermeture des comptes bancaires. Tout le monde sait que dans notre sous-région d'Afrique centrale,
il y a deux autorités qui interviennent dans le domaine bancaire. Il y a la commission bancaire d'Afrique centrale qu'on appelle la COBAC, et il y a l'autorité monétaire nationale qui est le ministre des Finances. Le ministre de l'administration territoriale n'a rien à faire dans le secteur bancaire et monétaire. Maître, c'est un sujet intéressant. Je vous suggère de revenir sur cet élément-là juste après le journal. On va donc écouter le journal de 20h dans quelques minutes, le temps de savoir si Julien Berthe Bissaye est déjà en studio. Julien Berthe, bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa. Et alors, dans quelques minutes, ce sera le 20h. Au menu ce soir? Vous l'avez dit, dans quelques minutes, ce sera le 20h sur Equinox Télévision. Et ce soir, nous parlerons du décret présidentiel portant commutation et remise de peine à certains prisonniers. Cette mesure du chef de l'État intervient dans un contexte marqué par le coronavirus et les multiples appels des organisations non gouvernementales nationales et internationales sur le sujet de la décongestion des prisons au Cameroun. Et aux 20h, nous parlerons également de ce mouvement de protestation des conducteurs de moto-taxi à Bamenda, dans le nord-ouest en crise. Ces derniers protestent contre la mesure ou la restructuration de leur secteur d'activité par les autorités locales. Et vous suivrez également aux 20h les nouvelles mesures gouvernementales du gouvernement tchadien. Dans sa récente sortie, Idriss Déby Itno a annoncé l'adoption d'un plan de contingence d'un montant de 15 milliards de francs CFA destiné à l'acquisition des équipements de prise en charge des patients atteints du Covid-19 du Val-Fangwa. Eh bien, on prend rendez-vous dans quelques secondes pour le 20h et juste derrière le journal, ce sera le débriefing. Vous l'avez dit.